Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, merci pour l'équipe de l'organisation. Alors aujourd'hui, je suis avec vous dans cette salle que je considère mythique, la salle Hanabad. Et ça me rappelle tout de suite Hanabad. Et je me suis dit, si on avait posé la question à Hanabad, est-ce que vous êtes prêt à faire la transformation digitale de votre armée? Alors selon vous, est-ce qu'il aurait accepté? Voilà, exactement. Connaissons Hanabad, donc il est un stratège et surtout un visionnaire. Et justement, pour oser la transformation digitale, il faut être stratège et justement visionnaire. Mais aujourd'hui, à l'instar de cette salle mythique, donc laissée comme patrimoine par feu Abdou Ben Ayed, comme cette salle nous amène dans l'histoire, je vais vous amener aujourd'hui un petit peu dans un voyage dans l'esprit humain pour vous dire que pour faire la transformation, réussir la transformation digitale, que je considère un petit peu du passé maintenant, il faut passer à la transition, il faut changer les esprits. Et donc, on va voyager un petit peu dans l'esprit humain. En fait, avant, on parlait d'industrialisation et on parlait aussi d'automatisation. Aujourd'hui, on parle plus de digitalisation, on parle de mobilisation et on parle d'augmentation. Mais on parle aussi de cerveau connecté. On parle de cerveau connecté sur plusieurs niveaux. D'abord, on parle aujourd'hui de cerveau connecté sur les réseaux sociaux, bien évidemment, avec l'explosion des réseaux sociaux. Mais on parle de cerveau dont on utilise les signaux pour produire quelque chose. Donc, on va traquer le cerveau dans ce qu'il fait pour voir à quel point il est concentré sur la tâche, à quel point il est productif et surtout comment l'améliorer. Mais aujourd'hui, on est sur le cerveau connecté justement pour utiliser ces signaux-là pour faire bouger une chaise ou une machine. On est aussi aujourd'hui dans l'ère du cerveau connecté parce qu'on utilise la reconnaissance faciale, justement pour étudier les comportements humains, mais aussi pour valoriser l'émotion. Et donc, on va traquer les émotions des individus, des groupes, à travers la reconnaissance intelligente faciale. On est aussi à l'ère du cerveau connecté parce qu'on utilise aujourd'hui des moyens pour mesurer, pour capter les signaux physiologiques, justement pour lire les émotions des individus et des groupes afin de les utiliser dans la gestion de l'entreprise, dans la gestion des organisations. Donc, il y a vraiment des informations très riches qu'on peut utiliser à travers ces différents signaux. Le cerveau connecté, donc, en fait, nous permet d'être en phase avec le potentiel qu'il y a là-dedans. Et beaucoup de sociétés sont en train, comme la Chine, comme quelques pays scandinaves, sont en train d'utiliser, d'exploiter ce potentiel. Pourtant, malgré donc toutes ces nouveautés, on trouve dans une étude publiée récemment, en 2019, que le premier souci, la première inquiétude qu'on trouve chez les managers, c'est justement la transformation digitale. Et un autre chiffre assez alarmant, 70% des initiatives liées à la transformation digitale sont vouées à l'échec. Donc il y a un problème, c'est-à-dire on doit déjà penser que la transformation digitale n'est pas assez digitale que ça. Il faut donc penser à une autre dimension. C'est ce que j'appelle le D-mindset. Pour réussir une transformation digitale rapide, et on n'a plus le temps pour le faire, il faut vraiment... je me connecte d'ailleurs sur la présentation de M. Jaloul Ayed, justement, on n'a plus le temps
de réfléchir même sur le comment faire cette transformation. On y est déjà, il faut déjà penser à un plan d'action. Et je vais vous montrer qu'il y a des solutions très simples à faire. Donc vraiment la solution pour moi c'est l'état d'esprit digital. Et pour cultiver cet état d'esprit digital, il y a un certain nombre de process qu'il faut instaurer dans l'entreprise, mais aussi instaurer à l'échelle du pays, à mon avis. Alors, comment on peut faire ça? Faisons une petite lecture sur les innovations technologiques que nous sommes en train de vivre et que M. Jaloul Ayed a eu le plaisir de présenter. Je vais juste donner un aperçu. Donc, on vit actuellement à l'ère des calculateurs quantiques, à l'ère de la big data et data analytics, l'Internet of Things, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, le deep learning, la robotique, donc le blockchain, etc., etc. Donc vraiment, on est dans une ère où ça va très vite, où les technologies vont très vite, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça va s'accélérer encore et encore. Et donc, on est face à des entreprises qui changent. Donc l'entreprise est en train de changer, mais pas avec la vitesse requise, l'entreprise dans le monde. Mais l'entreprise tunisienne, je pense qu'elle a beaucoup de marge à rattraper, justement. Donc, pour moi, l'entreprise doit changer. On n'a pas le choix. Alors, pour changer, ce n'est pas une stratégie de changement numérique, de transformation numérique qu'il faut instaurer. Il faut instaurer avant tout cela une stratégie de changement des esprits. Et je vais vous montrer que, justement, tous les blocages qui existent actuellement à l'échelle du pays, mais à l'échelle aussi de nos entreprises, n'est pas dans les process techniques, n'est pas dans la technologie elle-même, mais dans les esprits qui utilisent ces technologies-là. Donc pour moi, smart ne veut pas dire smart, veut dire autre chose. Pour moi, c'est un acronyme pour le social mindset, and reactive and proactive transformation. Ça veut dire, pour moi, smart, c'est d'abord l'état d'esprit social, c'est-à-dire l'état d'esprit des groupes, ce n'est pas uniquement des individus, mais aussi une transformation réactive et proactive, et je vais vous expliquer comment cela. Donc pour moi, avoir un état d'esprit social veut dire avoir une conscience collective et individuelle. Une conscience collective, ça veut dire une prise de conscience de tout le monde dans l'entreprise. Si on parle d'entreprise, pour moi, faire une transformation digitale ne consiste pas à faire ça au niveau du service informatique ou des ressources humaines. Il faut faire ça à l'échelle de l'entreprise. Il faut commencer par le gardien. Il faut faire la transformation avec la femme de ménage, avec tous les collaborateurs et toutes les personnes qui sont dans l'entreprise. Je vous assure que tout projet de transformation digitale peut être bloqué simplement par un simple ouvrier. Donc pour moi, pour réussir une transformation digitale, il faut donc travailler sur la conscience collective et la conscience des individus. Je vous assure, si vous partagez ça avec le gardien de l'entreprise ou avec la femme de ménage, elle va, et ça on l'a déjà essayé dans une petite entreprise, la femme de ménage assiste à toutes les formations qu'on organise, et donc elle est en plein dedans, elle donne des idées, et elle peut même faciliter, elle peut même vous éclairer dans quelques décisions. Et deuxièmement, réactive, une transformation réactive et proactive, plus important, c'est-à-dire travailler sur, être à l'écoute des besoins des collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas, à notre époque, forcer les choses et faire quelque chose en dehors des besoins des collaborateurs et des décideurs au sein de l'entreprise. Donc pour moi, il faut que ça intègre les besoins et les attentes des collaborateurs. Ça pourrait les impliquer encore plus et ça va les pousser à prendre entre les deux mains vos projets de transformation digitale. Alors, c'est vrai que l'entreprise va travailler au niveau des collaborateurs, c'est très important, donc des ressources humaines, etc. Mais elle va travailler sur la transformation digitale au niveau des clients. Pour moi, toute personne est cliente, en fait. Donc,
les collaborateurs sont des clients, mais les clients sont des clients. Et pour cela, comme on apprend toujours à être à l'écoute des besoins de nos clients, il faut être aussi à l'écoute des besoins de nos collaborateurs. Parce que les innovations technologiques que vous allez faire, les applications qui vont traquer les emails, par exemple, ou qui vont mettre en réseau un certain nombre d'équipes de travail, il faut que ça intègre les besoins de ces collaborateurs. Il faut que ça signifie quelque chose pour eux, pour qu'ils soient à 100% engagés avec vous. À quoi ça sert faire un réseau d'emails interne ou un réseau social interne si il n'y a pas la collaboration totale de toutes les personnes? Donc, je vais justement vous parler du cœur du système, l'esprit du collaborateur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À part le cerveau, bien sûr, qui est la machine. En fait, dans cet esprit, il y a ce qu'on appelle la cognition. Ce n'est pas un nom barbare, ce n'est pas un mot barbare, c'est juste pour dire qu'il y a un certain nombre d'idées et de croyances. Et si notre pays tarde à changer avec la vitesse qu'on veut, c'est justement à cause de ces croyances qui sont bloquées. Alors les croyances, pourquoi ils sont bloquées? Généralement, une cognition, un ensemble d'idées, pour prendre une décision, il faut partir de ce qu'on perçoit. Donc le collaborateur perçoit des choses. Et donc entre les perceptions et les décisions à prendre, il y a quelque chose de très important que beaucoup de chefs d'entreprise auxquels ne donnent pas beaucoup d'importance, qui sont les émotions et les motivations. Et moi, il y a une catégorie d'émotions et de motivations que j'appelle les émotions productives et les motivations productives. Alors, si entre ce que le collaborateur perçoit et la décision qu'il va prendre, il y a les émotions et les motivations qui vont ou bien bloquer une idée, ou bien faciliter la mise en exécution d'une idée, eh bien, il faut miser sur les émotions et les motivations. Donc, il faut donner de l'importance à ces émotions. Et je vais juste vous montrer l'image du cerveau, parce que le cerveau, il est fait comme ça. Et le cerveau, il est très susceptible, il aime beaucoup les connexions, comme il est très connecté, il aime beaucoup les connexions. Donc, il aime beaucoup avoir des gens connectés, des esprits connectés, des émotions connectées, des motivations connectées. Alors, les émotions, ça regroupe tout ce qui est affectif et il est partout dans le management. C'est-à-dire, maintenant, on parle de management par l'émotion. Et vous allez voir, en fait, même la technologie aujourd'hui, même l'intelligence artificielle, elle s'est penchée sur les émotions pour tirer profit. Alors, pour les motivations, on ne peut pas planifier, on ne peut pas avoir toute l'énergie nécessaire pour mettre en exécution un programme si on n'est pas motivé. Eh bien, il faut savoir motiver les troupes et je vais vous donner quelques solutions aujourd'hui pour vous montrer qu'il est très simple quand même de motiver. Ce n'est pas sorcier, il faut juste appliquer quelques astuces. Alors, voyons voir maintenant le cerveau. Le cerveau, il est formé de deux systèmes. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas travailler sur les décisions, on ne peut pas travailler sur le changement de comportement sans parler justement du cœur du système qui sont les émotions. À l'intérieur de ce système, comme vous voyez, il y a un petit ballon comme ça qui s'appelle le thalamus. C'est ce qui regroupe les sensations. Alors, eh ben, ces sensations ne passent qu'à travers un élément très simple qui s'appelle l'amygdale. Cet élément, cette composante, elle regroupe les émotions. Donc, rien ne passe, rien ne sort qu'à travers les émotions. Tout doit être coloré émotionnellement. Si on est dans une émotion négative, si par exemple vous me dites j'ai un projet de transformation digitale, mais ce projet-là va me sortir de ma zone de confort, donc c'est de l'anxiété pour moi. Donc c'est une expérience émotionnelle à éviter. Donc vous voyez, le blocage est émotionnel. Bien sûr, ce blocage peut engendrer beaucoup d'autres process, quand par exemple argumenter contre le projet. D'accord? Je peux trouver tous les arguments nécessaires. Et donc même ce qu'on appelle le cortex dans le cerveau, il travaille sensiblement sous l'effet de ces émotions. Donc, il faut vraiment donner de l'importance à cela. Il y a même un domaine qui s'est créé qui s'appelle l'intelligence émotionnelle et dans lequel on apprend justement comment gérer les émotions des collaborateurs pour les amener à s'impliquer dans les projets qu'on est en train de réaliser. Donc, vous voyez enfin cette relation entre émotion et motivation pour réussir à transformer ces esprits-là. Maintenant, de manière opérationnelle,
quels sont les process qu'on peut mettre en place? Moi, j'ai créé ce modèle-là qui s'appelle les 3 VSM, qui est très simple et dans lequel je vais vous montrer que faire une transformation digitale ne peut pas se faire sans passer par ces process-là. C'est ce qu'on appelle l'état d'esprit digital. Alors pour moi, avant tout, on a parlé de Hannibal, on a parlé ce matin de Si Abdullah Ben Ayed, on parle de personnes qui sont visionnaires. Donc pour moi, avant de faire tout projet de transformation ou de transition, il faut partager avec tout le monde dans l'entreprise votre vision. Il faut partager la vision que vous avez de cette transformation digitale. Et cette vision, c'est ce que ça va amener toutes les équipes dans la même direction. Mais la vision est insuffisante. Cette vision s'appuie sur une plateforme de valeurs. Il faut donc avoir des valeurs communes avec vos collaborateurs. Et ce qu'on dit sur l'entreprise, on peut le transférer au niveau du pays. Donc, il faut partager ces valeurs avec ces personnes-là, parce que c'est à travers les valeurs qu'ils vont accepter de collaborer, de coopérer dans ces projets de transformation. Ensuite, la valorisation. Et on ne donne pas beaucoup d'importance à ce qui est reconnaissance et valorisation. Eh bien, vous pouvez réussir tous vos projets de transformation si vous valorisez toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Je vous ai dit, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas uniquement le service informatique qui est concerné, c'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde qui sont concernés par tout projet de transformation digitale. Et donc, valoriser, ça veut dire donner de l'importance, ça veut dire partager une certaine confiance qui va justement impliquer les personnes à être dans vos projets de transformation. Ensuite, l'implication, c'est le cœur du système. Donc, si une personne qui n'est pas impliquée, et ça je l'ai expérimenté plusieurs fois, à chaque fois on parle, par exemple en pédagogie universitaire, on peut innover, etc., on peut intégrer la technologie, et vous allez trouver des enseignants qui vont dire oui, ok, etc. Tout le monde va dire oui, mais au niveau de la pratique, il n'y a pas cette adhésion. C'est pour cela que dès le commencement, il faut impliquer les personnes, c'est-à-dire les solutions choisies, la manière de faire, la manière d'exécuter. Il faut impliquer les personnes et quand les personnes se sentent impliquées, ils vont collaborer, ils vont donner des idées. Parce que le problème n'est pas en fait dans le fait d'imposer une transformation digitale. Il faut que toute l'entreprise soit dans une mouvance, une dynamique de transformation digitale ouverte sur un environnement lui-même qui est en train de se transformer. Donc en fait, vous avez besoin certainement de collaborateurs qui ont des initiatives justement et vous attendez à avoir des collaborateurs qui ont des initiatives à ce niveau-là. Et personne ne va être source d'initiative s'il n'est pas impliqué dans le projet. Ensuite, l'empathie. Alors on parle beaucoup d'empathie dans d'autres sphères. Eh bien, il est temps de parler dans votre sphère ou vos sphères informatiques d'empathie. L'empathie, ça veut dire être à l'écoute des besoins de l'autre et se mettre à sa place. Et donc, il faut que tout manager soit aussi un mind manager, c'est-à-dire un manager d'esprit, justement, tout en étant empathique avec les collaborateurs. Alors, l'empathie, ce n'est pas un truc très... c'est pas juste relationnel. L'empathie, c'est vraiment comprendre le collaborateur, ses besoins, ses attentes, ses intérêts, pour pouvoir y répondre instantanément. Et donc, en fait, comme j'ai dit, moi, toute personne dans l'entreprise est donc définie comme étant collaborateur, hein, même le gardien, la femme de ménage, etc. Toute personne dans l'entreprise participe au projet de l'entreprise. Donc, l'empathie, ça veut dire être à l'écoute des besoins. Et je vous assure, beaucoup d'applications maintenant dans la transformation digitale des process d'entreprise peuvent émaner justement de l'écoute des besoins des collaborateurs. Justement, parfois, un collaborateur vous donne une idée et ça peut augmenter la productivité ou le temps de réponse ou le temps d'exécution de beaucoup de choses. Et c'est grâce à l'empathie, lorsqu'on est à l'écoute, eh ben, on va s'apercevoir de beaucoup de choses à faire et d'améliorer. Ensuite, la synchronisation émotionnelle. Donc, vous voyez, l'émotion, elle est au cœur de cette transformation digitale et toutes les entreprises qui ont travaillé sur ça ont bien réussi. Être synchronisé au niveau émotionnel, ça veut dire
partager les mêmes émotions. Ça veut dire comprendre les émotions des uns et des autres. Et l'émotion, pourquoi on parle beaucoup d'émotion? Parce que l'émotion est une alerte. Quand quelqu'un est réticent contre un process, nous on utilise ça dans la résolution de problèmes, et pour nous l'émotion est une alerte qui va nous donner une idée sur un blocage au niveau d'un traitement. Donc les émotions peuvent être des alertes qui vont vous informer sur des blocages au niveau de mise en place de systèmes. Et donc la synchronisation émotionnelle entre vos équipes, entre vous et vos équipes, etc., elle va vous donner beaucoup de solutions rapides et elle va vous permettre justement de rectifier rapidement au lieu de laisser, donc de perdre beaucoup de temps justement à savoir pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça ne marche pas. Donc justement, être synchronisé émotionnellement, c'est justement comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Et donc amener des réponses de manière rapide. Et vous savez, la transformation digitale demande la rapidité et c'est comme si, j'ai l'impression comme si la question de temps en Tunisie n'a pas beaucoup d'importance. Je vous assure qu'on parle aujourd'hui de la transformation digitale, on est déjà dans le passé et on ne s'aperçoit pas que le futur est en train de venir de vitesse grande. Vous n'avez qu'à voir nos enfants qui sont très connectés et maintenant il faut leur préparer l'environnement qu'il faut, un environnement connecté totalement. Alors enfin, la mobilisation. Donc vous voyez, en fait, c'est tout un ensemble de process très simples à mettre en place qui vont justement arriver à un résultat important. C'est mobiliser tout le monde dans votre projet de transformation digitale. Vous voyez en fait enfin que tout projet de transformation digitale doit passer par ce process-là qui va mobiliser les équipes et qui va justement va faire ce qu'on appelle, va donner quelque chose de magique au niveau de l'entreprise, qui est le sentiment d'appartenance. Parce que si on n'a pas ce sentiment d'appartenance, on ne va pas adhérer à vos projets de transformation digitale. C'est exactement ce qui se passe au niveau du pays. Pourquoi beaucoup d'institutions n'adhèrent pas au projet de transformation digitale? Eh bien parce que ces personnes ou ces organisations ne se sentent pas impliquées, ne se sentent pas appartenir à quelque chose. Donc, se sentir faire partie de quelque chose peut mobiliser de l'énergie et je vous assure, la transformation digitale donc, repose sur la transformation des esprits. La mobilisation digitale repose sur la mobilisation des esprits. Je vous remercie. Je vous garde près de moi si vous permettez pour deux questions d'abord. Par rapport à la spécificité des entreprises, aujourd'hui, est-ce que c'est plus simple d'opérer une transformation pour une entreprise implantée, établie, souvent des entreprises familiales dans le tissu local tunisien, ou alors des entreprises qui sont nouvelles, qui sont d'une taille moindre, qui sont d'une équipe plus restreinte? Qu'est-ce qui est plus simple? En fait, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de process, c'est une question de façon de faire, justement. Et à mon avis, si on a la technique, la méthode, parce que... Peu importe l'échelle, peu importe l'envergure et l'échelle. Voilà, c'est-à-dire on parle de théorie de changement. Voilà. Si on sait appliquer le changement convenablement, on peut le faire avec 10 personnes, mais on peut le faire avec 1000 personnes. On l'a vu, hein, à l'échelle mondiale, carrément. Exactement. Autre question qui me taraude avant de céder justement la parole à la salle, il y a des entreprises qui utilisent la technologie comme un outil. Donc elles ont su évoluer avec l'évolution des outils. Et d'autres entreprises qui sont bâties sur ces outils-là. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui sont là pour le traitement de la data. D'autres qui ont su évoluer avec le temps. Netflix, à l'époque, avait des cassettes, elle envoyait deux enveloppes et aujourd'hui, c'est devenu le mastodonte que c'est. Quelle est la différence aujourd'hui? Quelle est la mutation et la mue pour les uns et les autres, les spécificités du changement? Alors d'abord, on ne peut plus se passer de la technologie. C'est-à-dire c'est vraiment une question qui n'est pas d'actualité. Maintenant, tout est technologique. On est même dans plus que ça. C'est-à-dire il faut anticiper, il faut être proactif. Et à mon avis, justement, il faut se préparer au niveau esprit, au niveau adoption. Alors, je vous donne juste un exemple pour vous dire, ce n'est pas une question que l'entreprise, ça fait partie de sa culture, la technologie ou pas. Maintenant, ça fait partie de la culture.
Donc la technologie doit faire partie de la culture, mais elle fait partie déjà. Si vous voyez nos enfants, d'accord, nos enfants actuellement sont connectés sur les réseaux sociaux et ils utilisent les moyens technologiques pour faire des montages. Ça devient intuitif. Ça devient intuitif, ça devient un réflexe. Nos enfants ont appris ces réflexes-là et nous sommes dépassés par rapport à eux. Vraiment, il faut être conscient. Et ce qu'on appelle la génération alpha, la génération vert, donc vert, VE2RE, donc c'est une génération pour laquelle il faut préparer un environnement complètement nouveau. Donc c'est une génération tablette, smartphone, donc signature électronique, donc identité électronique. C'est une génération qui comprend plus que nous, donc c'est comme vous avez dit, intuitif. Donc on n'a pas le choix. C'est-à-dire maintenant, il faut que ça soit technologique. Justement, il faut que ça soit à l'échelle du pays. Moi, je n'imagine pas que ça peut se passer uniquement au niveau des entreprises. Voilà, justement, l'importance de l'environnement. Est-ce qu'une entreprise qui fait l'effort en interne, qui inspire ses collaborateurs, qui est là avec l'empathie, l'implication, etc., on a tout fait convenablement. Et derrière, il y a un environnement. On a des vis-à-vis. On a un écosystème dans lequel on évolue. C'est assez laborieux, justement, de nager à contre-courant. Est-ce que je peux citer quand même un exemple? Allez-y, bien sûr. Moi, je suis toujours séduit par l'exemple de Vermeeg, d'accord, qui travaille dans des conditions internationales. Et donc, voilà, elle a pris comme norme les normes internationales. Donc, elle travaille à l'échelle internationale. Pourtant, elle est en Tunisie, implantée avec des Tunisiens. Donc, elle a su créer un microclimat interne fondé sur les règles, justement. Elle applique, justement, tout ce dont on a parlé. Maintenant, il faut justement que si toutes les entreprises ici présentes aujourd'hui se mettent d'accord sur cette stratégie de changement des esprits, ils vont créer autour d'elles, justement, une nouvelle dynamique. Donc, moi, je considère que c'est vrai, les politiques publiques, les politiques, etc., ont une valeur ajoutée. Ont une valeur ajoutée. Et ça, mais ce n'est pas essentiel et vital. Mais ça peut être dans les deux sens. Absolument. Des questions? Éventuellement? Vraisemblablement, non. Donc, merci encore une fois. Merci. Merci pour cette intervention. Je rappelle, vision, valeur, valorisation, implication, empathie, synchronisation émotionnelle et mobilisation, les incontournables, les étapes clés pour aboutir à ce Saint Graal, justement, de cette transformation digitale. Merci encore une fois, professeur. Merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle, Slim Asmoudi,